bonsoir à toutes et à tous. Je vais d'abord moi aussi remercier les organisateurs de cette manifestation, aussi parce qu'ils permettent quelque chose de très intéressant pour une historienne, puisque l'histoire, Timothée Duverger l'a rappelé, permet d'attester une antériorité, de prouver la permanence, de rechercher les racines historiques d'un phénomène. Une histoire, ça sert aussi, en même temps, à mettre en valeur ce qui change, ce qui fait nouveauté, ce qui fait irruption, ce qui fait rupture, et d'expliquer alors pourquoi c'est nouveau. C'est ce double aspect que je voudrais essayer d'élucider un petit peu ici à propos du revenu de base, c'est-à-dire à la fois comment cette idée s'inscrit dans un héritage de la gauche, dans un héritage même ancien, et comment, en même temps, il signale un changement, peut-être, les deux prédécesseurs l'ont dit, peut-être effectivement, il faut rester prudent dans les prospectives, l'entrée dans un monde nouveau. En sens, je ne vais pas simplement, je vais élargir d'abord parce que le revenu de base est dans ses principes et dans ses applications, dans sa mise en pratique a été bien évoquée. Je vais essayer de déplacer, d'élargir un petit peu le débat en montrant comment ce revenu de base s'insère dans le temps long des réflexions de la gauche sur le travail, sur le temps libre, et j'ai envie de dire plus largement sur les réflexions de la gauche sur ce qu'est la vie souhaitable dans les sociétés modernes. Alors pour faire ça, il va falloir d'abord, on a beaucoup parlé, et à raison, de la crise. Je ne sais même pas si on doit encore parler de crise quand ça dure depuis 40 ou 50 ans, de la crise du modèle économique, social que nous traversons aujourd'hui. Avant de parler de cette crise, je vais d'abord revenir en quelques mots sur ce modèle économique et social dont nous venons, dans lequel nous sommes encore, d'une certaine manière, en grande partie, et sur la manière dont la gauche a essayé de le penser. Alors, première chose, si on remonte au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, il faut rappeler que la gauche moderne, la gauche dont la gauche actuelle est l'héritière, est la fille d'une double révolution. La Révolution française, la promesse démocratique de la Révolution française, Timothée Duverger l'a rappelé. Elle est la fille aussi de la révolution industrielle, de l'industrialisation, de cette augmentation sans précédent des capacités de production des sociétés humaines. Elle est la fille de ce moment qui voit, et l'ensemble des premiers penseurs de gauche, ce qu'on appelle les socialistes utopiques, puis les socialistes qui s'inscrivent dans la lignée des premiers mouvements socialistes, en est profondément imprégnée de ce modèle industriel. De ce modèle industriel, elle tire l'idée que le travail est créateur, producteur, qu'il change la société au prix de la disparition des sociétés traditionnelles, au prix de la disparition des paysages traditionnels et au prix d'une certaine brutalité, voire d'une extrême brutalité. Puisque la gauche qui naît est aussi consciente que ce travail industriel, ce travail créateur, producteur, il peut être aussi profondément destructeur et aliénant, puisque ce que le XIXe siècle voit, c'est déjà encore, finalement nous n'en sommes pas tout à fait sortis, un travail parcellisé, asservi, un travail synonyme de précarité. Avant d'être le grand mot et de faire son grand retour au début du XXIe siècle, la précarité c'est le grand mot du XIXe siècle. Le prolétaire, c'est celui qui n'est pas sûr du lendemain. Donc pour finir, la gauche est née de cette vision très ambivalente du travail. Le travail c'est à la fois ce qui fait la force du monde qui vient, et ce qui fait notamment la force des travailleurs, de cette classe sur laquelle se fonde la gauche, c'est en même temps ce qui fait l'aliénation, l'exploitation, la pauvreté de ces travailleurs. De cette vision, la gauche tire d'abord la conclusion que dans les projets qu'elle dessine pour l'avenir, dans les projets utopiques qu'elle dessine pour l'avenir, et à l'époque elle en décide beaucoup, il ne s'agit pas d'abolir le travail, puisque Marx, comme bien d'autres, pense que le travail, je le répète, est créateur d'humanité, de liberté, mais il faut libérer le travail de l'exploitation capitaliste et de l'esclavage du salarié. Donc le rêve de la gauche, ce rêve que vous retrouvez, par exemple, si vous prenez le début du XXe siècle, c'est pas son meilleur roman, mais c'est pas inintéressant, dans l'évangile de Zola, Travail, c'est l'idée d'un travail libéré, qui permette à chacun de vivre, et qui soit vécu en même temps comme une activité
d'activité libre et enrichissante. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que d'abord la pensée de la gauche, et pour des raisons qui s'expliquent très bien, est une pensée du travail. Un renversement s'opère à partir des années 1880 quand le temps libre au sens le plus absolu du terme, le temps qui permet des activités de développement, de jeu, d'engagement, qui permet des activités qui ne soient pas seulement celles du fait de travailler pour gagner sa vie, quand ce temps libre, ce loisir, commence à n'être plus pensé comme l'expression d'une condition sociale, mais comme la possibilité d'un temps social susceptible d'être partagé et approprié par tous. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à la fin du 19e, pour finir, la division des temps suit la division des classes. L'idée est que le loisir, le temps libre, est l'apanage des élites qui ont le temps, effectivement, d'aller à la mer, de faire de la politique, de faire la charité, de faire de telles choses, et que les travailleurs, comme leur nom l'indique, leur vie, c'est le travail. À partir de la fin des années 1880, émerge et s'impose l'idée qu'il n'y a pas de raison que l'on conçoive cela de cette manière, et que le temps libre n'a pas à être l'apanage, n'a pas à être un privilège social. Le temps libre comme possibilité d'une existence digne n'a pas à être l'apanage d'un groupe social, mais doit être un temps social susceptible d'être approprié par tous. Ce qui suppose de travailler moins, ce qui suppose de pouvoir vivre décemment en travaillant moins, et ce qui suppose d'envisager des vies où le travail ne prenne pas toute la place. Ce qu'exprime, j'ai lu Timothée Duverger le mentionner, de manière extrêmement polémique, le très polémique Paul Lafargue, le gendre de Marx, dans Le droit à la paresse de 1880, ce texte qui, si je me rappelle bien, était encore brandi avec indignation à la fin des années 1880 par Christine Lagarde, je crois, au moment où a été votée la première loi sur les 35 heures, comme preuve de la dépravation morale de la gauche. C'est un texte plus intéressant qu'on ne le dit, Paul Lafargue. Il y a énormément de provoques, comme très souvent chez Paul Lafargue, mais il y a en même temps cette idée que le travail comme espèce d'idée dominante doit être remis en cause. Cette espèce de grue métaphysique de la bourgeoisie, comme l'appelle Paul Lafargue. Bon, en tous les cas, Lafargue fait œuvre de polémiste, mais ce qu'il signale va au-delà de la polémique. Ce qu'il signale, c'est que c'est pour finir une aspiration qui va être celle de la gauche, et notamment de cette gauche qui peu à peu se dit qu'elle ne va pas attendre la révolution pour transformer la société, l'idée que la vie bonne, la vie équilibrée dans la société industrielle telle qu'elle est, ou telle qu'elle devrait être, c'est un équilibre et une manière d'articuler ensemble temps de travail et temps libre pour que l'un et l'autre, et l'un avec l'autre, ne soient pas synonymes d'aliénation, mais d'émancipation pour l'ensemble des salariés. Donc pour finir, la gauche, c'est pas le droit à la paresse, comme le pensait Christine Lagarde, c'est pas uniquement le travail. La gauche, telle qu'elle se construit, telle que finalement elle va agir politiquement, disons, de l'entre-deux-guerres aux années 70, c'est une gauche qui essaie de penser ensemble deux piliers. Et vous allez voir qu'on va se rapprocher comme ça du revenu de base. Le premier pilier de la pensée de gauche, c'est une pensée de sécurisation du travail et des travailleurs dans un XXe siècle qui est le siècle du salariat. Le XXe siècle, c'est le siècle où s'impose numériquement, symboliquement, le statut du salarié. Donc la gauche pense le travail et pense avant tout la sécurisation à travers la question du travail salarié. Donc avec, par exemple, l'idée du droit à pouvoir vivre de son travail salarié. Ce sont l'ensemble des questions qui se posent autour du revenu du salaire minimum, donc et tous les débats qui vont mener aux premières formes de salaire minimum. Elle pense à la nécessité d'équilibrer ce travail, donc de l'encadrer et d'encadrer sa durée. Il va falloir longtemps, je rappelle que si les 40 heures, la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 40 heures est votée en 1936, elle ne sera effective, c'est-à-dire que la durée du travail réelle ne sera baissée à 40 heures qu'au début des années 70.
Donc entre le moment où vous mettez en œuvre une réforme et le moment où il faut que ça rentre dans les mains, ça peut mettre du temps. Donc réguler le travail et faire en sorte aussi de construire, on l'a rappelé, un ensemble de protections, mais liées au travail salarié, contre la maladie, la vieillesse, la maternité, ce qui s'appelle l'État-providence. État-providence qui contient déjà quelque chose dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, pour finir, que l'État-providence ne fait que généraliser des mesures qui existaient déjà pour un certain nombre de salariés. En fait, bien avant 1945, un certain nombre de salariés, dans les grandes entreprises notamment, ont déjà des droits à la retraite, déjà des formes de protection de la maternité et déjà des formes de protection contre la maladie. Sauf que, c'est ce qu'on a déjà dit, et ça s'appelle du paternalisme, ces protections, elles sont toujours conditionnées par le fait d'être un bon ouvrier. Dans les compagnies minières du Nord, par exemple, qui s'y connaissent en matière de paternalisme, oui, vous avez droit à un logement, oui, vous avez droit à une retraite, oui, vous avez droit à des tas de protections, mais si vous faites grève, si vous n'êtes pas méritant, si vous êtes un mauvais esprit, comme le disent les ingénieurs, là, ces protections, vous les perdez. Donc l'État-providence, il n'invente pas, l'État-providence, il généralise et il rend inconditionnel. Le droit à la retraite, vous l'avez, quelles que soient vos opinions politiques, quelle que soit la manière dont vous vous comportez, à condition d'avoir effectivement cotisé sur la base d'un travail salarié. Donc d'une part, sécuriser le travail des travailleurs et d'autre part, affirmer un droit au temps libre comme contrepartie à la participation des travailleurs, c'est-à-dire que si vous travaillez, vous pouvez être rémunéré, mais vous pouvez être aussi rémunéré en temps libre, et avec l'idée aussi, elle commence déjà à surgir dans les années 1930, que bon, pour finir ce travail dont on espérait tant, ce travail quand on le voit dans les usines, ce travail taylorisé, ce travail parcellisé, on n'est pas sûr finalement dans les années 30 qu'il soit si libérateur. Est-ce que c'est si libérateur que ça de travailler 8 heures à la chaîne, que le gouvernement soit, quelle que soit d'ailleurs la nature du gouvernement, un certain nombre de gens à gauche, à commencer par Léon Blum d'ailleurs, en doute. Donc l'idée est aussi que bon, si on n'arrive pas à faire en sorte que le travail soit libérateur pour tout le monde, au moins on peut essayer de faire en sorte que le temps libre qui soit donné aux ouvriers puisse compenser, puisse libérer, puisse émanciper. C'est en ce sens que ce quasi-mythe dans la pensée de gauche qui est le Front populaire, en général, on fait toujours comme si, d'un côté, il y a les augmentations de salaire, les conventions collectives, de l'autre côté, il y a le gentil Léo Lagrange qui organise les vacances. Les deux mesures, les deux ensembles de mesures pour le Front populaire sont indissociables. D'un côté, vous sécurisez, vous protégez, vous encadrez le travail. De l'autre, vous affirmez un droit au temps libre. Et j'ai été sensible à ce qui était dit aussi tout à l'heure, vous pensez à l'autonomisation des salariés, c'est-à-dire que vous donnez aux salariés les moyens de s'approprier ce temps libre, les moyens véritablement d'en faire un temps d'émancipation. Là où le Front populaire innove, c'est qu'il ne se dit pas juste on va faire les 40 heures et on va faire 15 jours de congés payés, c'est qu'il dit on va penser les outils, des réductions de tarifs, les associations qui vont permettre aux salariés de faire de ce temps libre un véritable temps d'émancipation. Donc on pense qu'une réforme, elle n'est pas suffisante en elle-même. Une réforme, elle est ce qu'en font les acteurs, le mouvement social, la société civile. Et il revient aussi à la gauche de faire en sorte que la société civile, les acteurs, s'en saisissent et puissent s'en saisir dans le sens, je répète, de la libération. Alors, ce modèle-là, il va s'effriter à partir des années 60, alors pour deux raisons qui d'abord vont se superposer et ensuite vont se succéder. Alors, la première raison, c'est le fait qu'à partir des années 60, on se demande de plus en plus jusqu'à quand le travail, tel qu'on le voit dans les 30 Glorieuses, peut être quelque chose d'émancipateur, de libérateur, et si on en a encore besoin, et si vraiment on doit continuer à fonder toute la société sur le travail. Cette contestation, elle vient des premiers mouvements écologistes, qui s'insurgent contre le productivisme industriel. Elle vient aussi de gens qui ne sont pas du tout des écologistes, comme Jean Fourastier, l'inventeur de la fameuse formule des 30 Glorieuses, qui prévoit dans son livre Les 40 000 heures une société où on travaillera 30 heures par semaine pendant 35 ans.
Et vraiment, Jacques Fourassier n'est pas à l'extrême gauche du spectre politique. Parce que sous l'effet du machinisme et du progrès technique, on pourra le faire. Donc, est-ce que la première interrogation, c'est celle d'une société de croissance, c'est est-ce que finalement le travail peut continuer à définir des identités et est-ce qu'on ne va pas vers une société où se mixe davantage le travail et le temps libre? Ce qui intéresse la gauche, ce qui l'inquiète aussi. Parce que la crainte, c'est que cette société où il y ait plus de temps libre, ce soit une société, pour finir, de dépolitisation, d'individualisme, de repli. Donc, on n'est pas sûr, en gros, de ce que ça va donner. Donc, la première contestation, c'est la contestation de la croissance. La deuxième contestation, évidemment, ça, c'est beaucoup plus connu, c'est le fait qu'à partir des années 70, on assiste aux déstructurations de la régulation du travail telles qu'elles se sont mises en place dans la période précédente, à une accélération des formes de mécanisation, puis de robotisation, puis d'intelligence artificielle, comme si le processus à l'œuvre depuis le début de la révolution industrielle connaissait une nouvelle phase d'accélération, puisque des machines, on en connaît depuis le 19e. On voit aussi le retour, enfin l'apparition d'un chômage de masse, et le retour, parce que là pour le coup c'est un retour, enfin, les historiens du social du 19e siècle peuvent faire pas mal de concordance avec aujourd'hui, le renforcement, le retour de la précarité, donc ça a été dit, les phénomènes de pauvreté de masse, tout ce que Robert Castel appelle les formes de désaffiliation. Donc tout ce système, une fois encore, je ne sais pas si on peut parler de crise, puisque ça dure maintenant depuis 40 ou 50 ans, je ne sais pas si pour finir l'exception, ça n'a pas été les 30 glorieuses, et on ne reviendrait pas pour finir à des formes de précarité qui ont longtemps été les nôtres. Bon, en tous les cas, véritablement une interrogation liée au retour de la précarité, au chômage de masse et à la pauvreté. Avec l'interrogation sur ce que peut faire la gauche face à cela. Alors la gauche, elle a quand même fait des choses, ça a été rappelé, avec des politiques effectivement autour de revenus pour penser des revenus minimaux, donc avec notamment le RMI en 1988. Elle a pensé et elle a continué à penser la réduction du temps de travail, du moins jusqu'à une date récente, avec l'épisode de 1981-1982 et la dernière étape de la réduction du temps de travail, 1998-2000. Elle a pensé, mais alors ça, à partir du début des années 80, elle arrête. Elle a continué à essayer de penser le temps libre, mais au fur et à mesure que le chômage s'aggravait, puisque la gauche, le premier gouvernement Pierre Mauroy, crée un très éphémère ministère du temps libre en 1981, qui disparaît en 83-84. Elle a continué à essayer de penser le temps libre, mais comme si le chômage et la pauvreté l'empêchaient de penser. Ce qui n'est pas forcément une idée souhaitable. Si la question vous intéresse, je vous renvoie un livre dirigé par le Cercle de réflexion de Jacques Delors, La révolution du temps choisi, en 1980, où il montre bien que non seulement le chômage, la précarité, la crise, ça ne doit pas empêcher de penser le partage du temps et ce qu'on fait éventuellement du temps libéré, et que c'est même une incitation à le penser. Bon, en tous les cas, tout ça pour dire que la gauche a essayé toute une série d'instruments, parfois en reprenant les instruments qui étaient les siens dans les périodes précédentes, mais qu'elle éprouve, ou elle a éprouvé des difficultés, finalement, à mettre en œuvre de nouveaux instruments. Et on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui à un moment où la société industrielle classique se délite de plus en plus, mais continue en même temps les mots de croissance, production, consommation, donc tous les mots de la société industrielle, MOTS ou MAUX, ça dépend comment vous les concevez, sont encore là. On est dans un moment où le travail demeure fondamental dans la définition des identités sociales, dans la politique des États. On est en même temps dans un moment où on n'a jamais aussi peu travaillé à l'échelle des sociétés industrielles. Pour autant qu'on puisse le mesurer, on travaillait 200 000 heures au début du XXe siècle, on travaille 63 000 heures, un peu plus aujourd'hui, alors que notre vie éveillée est passée de 500 000 à 700 000 heures. Donc structurellement, on travaille moins qu'on ne travaillait à la fin du XIXe, même au début du XXe siècle. Parallèlement, les déséquilibres temporels s'accroissent,
Et parallèlement, voir ce qui a déjà été évoqué, voir les travaux de Jeremy Rifkin et d'autres, on s'interroge sur effectivement ce que peut devenir le travail dans les sociétés post-industrielles. Donc pour finir, une interrogation sur... sans paraphraser Gramsci, qui est beaucoup trop souvent paraphrasé, est-ce un monde qui meurt ou un autre qui naît? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la société industrielle telle qu'on l'a connue au XIXe et au XXe siècle est au moins en train de se transformer profondément. Et que la question du revenu de base, elle est évidemment à penser dans ce cadre. Dans ce cadre que je vais rappeler, le revenu de base, il s'inscrit bel et bien. Alors, Timothée Duverger a bien rappelé qu'on pouvait avoir des conceptions politiques très différentes du revenu de base, et si on part de l'idée qu'il peut être approprié à gauche, il s'inscrit dans un héritage de gauche, dans ses principes, l'universalité, la généralisation, l'inconditionnalité, dans sa philosophie, le droit à une existence digne pour tous, ça c'est quand même une idée fondamentale de la gauche, et dans sa croyance, dans la capacité des individus et des collectifs à s'émanciper. Pour ces trois raisons, le revenu de base s'inscrit fondamentalement dans la pensée de gauche. En même temps, il la met, je pense qu'il ne faut pas essayer de s'en cacher, parce que la question, je pense qu'il y a des débats qu'il faut assumer, il la met en question, il la met au défi. Je ne sais pas s'il la met en question, mais il la met au défi. Il la met au défi parce que si vous poussez jusqu'au bout la question du revenu de base, vous posez quand même, vous dérigidifiez la dualité travail-temps libre. Vous pouvez penser des situations où vous avez un droit au revenu garanti sans que vous travaillez, sans que vous travaillez entièrement, ou en ayant des périodes d'activité, des périodes de travail salarié et des périodes de travail non salarié. Ou que vous continuez à pouvoir vivre en ayant des activités bénévoles, en étant aidant, en ayant des activités associatives, etc. Ce qui, là, pour le coup, est une vraie mutation. Je pense qu'il ne faut pas dire le contraire. Si on va jusqu'au bout du principe, c'est une vraie mutation. C'est une vraie mutation qui, comme toutes les mutations intéressantes et importantes, comme l'interrogation sur ce que feraient les ouvriers si on leur accordait les 8 heures de travail à la fin du XIXe siècle, qui pose des questions. Par exemple, est-ce que cette mutation elle irait dans le sens d'une inclusion et du renforcement des droits dans le domaine du travail, ou au contraire, elle pourrait accroître des phénomènes d'exclusion? Elle va aussi dans cette vieille interrogation de la gauche, dans l'interrogation sur si vous poussez un nouvel usage des temps, à la fois sur le temps de la vie professionnelle, sur le temps de la jeunesse, etc., qu'est-ce que les individus feront de ces temps? Est-ce qu'ils les tourneront vers d'autres types d'activités, vers l'investissement dans le collectif? Est-ce que ça sera au contraire des temps tournés vers le privé ou vers l'aliénation? C'est des interrogations extrêmement importantes. Je serais d'accord avec mes deux prédécesseurs sur le fait qu'il y a au moins deux choses importantes à noter. D'une part, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus fécond intellectuellement d'assumer le débat. Et d'autre part, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant et beaucoup plus fécond si on essaie. Après tout, on ne peut pas savoir si on n'a pas essayé. Donc, je ne sais pas évidemment ce que toutes ces questions vont donner, mais si je devais insister sur deux constantes, là encore, essayer de tisser un fil entre les réformes des périodes antérieures de la gauche et la manière dont est pensé aujourd'hui ce projet, je dirais que pour finir, ce projet du revenu de base, il incarne à mes yeux deux caractéristiques de la gauche. La capacité à articuler le pragmatisme et l'ambition. Après tout, vous pouvez partir d'une toute petite réforme et tisser quelque chose d'extrêmement ambitieux. Comme le disait Jaurès en 1910, d'une toute petite loi microscopique sur les retraites ouvrières et paysannes, la première, vous aviez déjà toute la philosophie des États-Providence. Donc la pragmatique et l'ambition. Et la deuxième chose, et je pense qu'elle est aussi importante, c'est la capacité à assumer à la fois la décision et l'appropriation. Je le répète, je l'ai dit à propos du temps libre, je pense que la gauche se définit aussi dans sa croyance que les sociétés sont capables elles-mêmes de se saisir des réformes de manière active et de les faire avancer plus loin par le propre jeu des acteurs. Donc pour finir, je pense que c'est aussi dans cette dimension d'expérimentation
d'audace qu'on peut articuler le revenu de base à un